fait taire nos besoins de chercher des causes, de chercher des complots. Donc toutes ces théories ressurgissent, je dirais presque consubstantiellement aux grandes pandémies qui touchent l'humanité. Dans cette ville, capitale de l'industrie pharmaceutique, on produit plus de 20% des médicaments génériques au monde. Dans cette compagnie, on fabrique depuis 2005 la molécule capable de combattre le H1N1. Ici, il ne s'agit plus que de ce médicament. On a monté toute cette chaîne pour le Tamiflu ou le Fluvir, comme on l'appelle ici. Toute l'usine est mobilisée. Regardez, ils font les 3-8 ici. Ah oui. L'arsenal de la lutte antigrippale se met en place. Masques, produits d'hygiène sont fabriqués en grande quantité. En attendant les vaccins, les antiviraux tiennent la vedette. Mais quel est leur mode d'action ? L'action des antiviraux se situe au niveau de la libération des virions par la cellule infectée. Lorsque les virions sont libérés et réapparaissent à la surface de la cellule infectée, ils sont comme collés à la surface de la cellule par l'acide sialique. Les antiviraux vont en fait maintenir cette colle, vont maintenir fixé le virion à la surface de la cellule. Et donc il n'y aura pas de relargage de virus par la cellule infectée, et donc ça va limiter la propagation. Ce virus ne sera pas relargué, donc ne va pas infecter les cellules avoisinantes. Cette action qui n'engendre pas une suppression de l'infection est-elle vraiment efficace ? Ces antiviraux sont moyennement efficaces. Ce qui est reconnu, c'est qu'il vaut mieux les prendre très rapidement, dans les 2 à 3 jours qui suivent le début de l'infection, pour avoir un raccourci de la durée de l'infection. Parce qu'ils vont en fait diminuer la propagation, donc ils vont diminuer la charge virale chez l'hôte infecté, et le système immunitaire aidant, cela va permettre d'avoir une grippe moins longue. Les gouvernements ont fait des stocks énormes d'antiviraux. Beaucoup s'interrogent sur l'utilité de telles quantités. D'autres parlent d'un vrai cadeau aux firmes pharmaceutiques. Aujourd'hui, on a des stocks entiers de Tamiflu qui ont été constitués sur la base de recommandations de l'OMS. Alors, est-ce que l'OMS a été instrumentalisée ? Pour ma part, je ne le crois pas. Je pense que le Tamiflu est le seul antiviral avec le Relenza, il y en a 2 en fait, qui a montré une efficacité avec des essais cliniques publiés dans des revues indépendantes, de grande qualité, et qui sont, à mon avis, incontestables et surtout incontestés. Simplement, ce n'est pas du tout des médicaments miracles. Le groupe chinois Sinovac vient d'obtenir la première autorisation de mettre sur le marché son vaccin en une injection, qui sera officiellement le premier vaccin chinois contre la grippe A H1N1. À la surprise générale, la Chine est le premier pays au monde à débuter sa campagne de vaccination. D'autres vont suivre en donnant priorité au personnel de santé et aux personnes à risque. Petite piqûre de rappel sur les principes de la vaccination. La majorité des vaccins sont soit des virus tués, soit des protéines qui sont issues du virus. Dans le cas de la grippe A, le vaccin consiste à injecter des bouts du virus mort qui a été identifié en laboratoire et multiplié. Les lymphocytes sont alors alertés par l'intrus et vont apprendre à le reconnaître. Quand plus tard, les mêmes virus bien vivants viennent infecter l'individu vacciné, les lymphocytes qui l'ont en mémoire vont tout de suite l'éliminer. Combattre le virus par le virus, le mal par le mal, ce principe a montré son efficacité sur plusieurs maladies virales. Aujourd'hui, il est régulièrement contesté pour quelques maladies, dont cette grippe A. Cette contestation s'appuie souvent sur le cas américain de 1976. En 1976, il y a eu cette grippe porcine, tristement célèbre, qui était aussi due à un virus H1N1 et qui a commencé dans un camp militaire. L'histoire a commencé ici, quand le mardi 3 février, le soldat Lewis est arrivé malade.
Il y a eu au même moment une épidémie de grippe dans la même région et 200 personnes ont été touchées. Naturellement, les autorités ont pensé que c'était une répétition de 1918. Aussi, ils ont voulu produire très rapidement des vaccins et vacciner toute la population des USA. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons un vaccin prêt à temps pour protéger chaque citoyen. Malheureusement, si on peut dire, l'épidémie ne s'est jamais développée. Les vaccins ont été fabriqués, 43 millions de personnes aux USA ont été vaccinées, et il y a eu des effets secondaires qui ont éclipsé les dégâts qu'aurait pu faire la grippe. Mais bien sûr, les gens étaient très inquiets de ces effets secondaires. L'absence d'épidémie les rendait d'autant plus inacceptables. Parmi ces effets secondaires, quelques cas de la maladie nerveuse de Guillain-Barré, très invalidante qu'on soupçonne d'avoir été déclenchée par la vaccination. Mais quel que soit le jugement porté sur sa réaction, le gouvernement de Gerald Ford pouvait-il faire autrement et ne pas agir? Je pense que c'était une pénible expérience pour ceux qui ont été impliqués dans les décisions. Nous sommes sur une sorte de balancier et on essaye d'estimer quelle est la bonne réponse. Gerald Ford fut battu par Jimmy Carter. Nul ne sait si cette affaire y fut pour quelque chose. Mais pour la première fois, les populations découvraient que l'acte de vaccination n'était pas totalement anodin. Le risque d'une vaccination n'est jamais nul. Il existe, il est très minime, mais il existe. Donc il peut y avoir chez certaines personnes des effets secondaires qui peuvent aller simplement d'un petit peu de fièvre jusqu'à le déclenchement d'une maladie chronique qui peut être grave. Mais ce risque est minime par rapport aux bénéfices qu'apporte la vaccination, sachant par exemple que grâce à la vaccination, on a éradiqué la variole de la planète, que grâce à la vaccination, on est en train de très fortement diminuer, si ce n'est éradiquer, la poliomyélite, qui est une maladie grave, invalidante, et que l'on espère effectivement avoir un impact important sur d'autres maladies graves qui sont surtout observées dans les pays en voie de développement. Avec la liberté de se faire vacciner ou non, la notion bénéfice-risque se vit différemment à l'échelon de l'individu. La perception qu'a la population, elle est souvent très raisonnable. Quand vous avez affaire à une maladie extrêmement grave, il n'y a pas de discussion. On est face à quelque chose de compliqué parce que on est face à une maladie qui est massivement bénigne. Je crois que la grande leçon de cette pandémie, même si elles ne sont pas toutes tirées aujourd'hui, loin de là, c'est que nous devons savoir affronter des problèmes qui sont finalement très désorganisants sur la société, qui peuvent même engorger notre système de soins massivement, et qui sont en fait massivement bénins. Pour 99% des cas, tout ça se passera bien. Et j'ai pas envie d'avoir un vaccin qui pourrait avoir un risque indu, alors que j'ai toutes les chances de m'en tirer très très bien. Le pire est peut-être passé, mais il serait imprudent de tirer des conclusions définitives avant avril, quand la grippe saisonnière finit habituellement. Janvier 2010, l'OMS annonce 250 millions de personnes vaccinées et 15 000 morts déclarées. Objet de nombreuses critiques, l'organisme est accusé d'avoir exagéré cette menace de grippe sous la pression des laboratoires. Si on prend les chiffres bruts de mortalité et de morbidité qui nous sont rapportés par la plupart des pays, on n'a pas l'impression d'un phénomène très sévère. Mais la façon dont ce virus s'est comporté dans la population est vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude. Et c'est surtout des jeunes enfants et des jeunes adultes qui ont été touchés. Et dans ces classes d'âge, la mortalité est vraiment supérieure à ce qu'on voit normalement dans la grippe saisonnière. Université Aix-Marseille 2. Dans cette unité, on analyse des prélèvements sanguins provenant de l'île de la Réunion. 2000 personnes ont été suivies avant, pendant et après le passage de la grippe A H1N1. Tout l'enjeu est d'évaluer le nombre précis de gens infectés en sachant que beaucoup n'ont pas déclaré la maladie. Le résultat montre un niveau d'infection très supérieur aux 10% de la population officiellement annoncée.
Le constat, c'est qu'il y a 3 à 4 fois plus de Réunionnais qui apparemment ont rencontré le virus et ont été infectés. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie de la population qui a été infectée de manière asymptomatique.